Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. À Cotonou, plus besoin de disposer d'un cadre fixe pour ouvrir un restaurant et offrir des prestations en cuisine. Les restaurants et boutiques mobiles se multiplient dans la capitale économique. Un reportage sur le sujet à suivre dans cette édition. Le projet Route de l'esclave initié par l'UNESCO en 1994 vise à briser le silence sur la tragédie de l'esclavage et de la traite négrière. Retour sur les objectifs de ce projet 16 ans après son lancement. Et puis, le marché agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Il faut penser à des solutions pour protéger le Made in Bénin. Albert Oloncourt nous en dit davantage. Faire revivre la mémoire de l'esclavage aux Noirs et afro-descendants à travers les sites patrimoniaux. C'est l'un des objectifs du projet Route de l'esclave, initié par l'UNESCO en 1994 à Ouidah. Ce projet vise à rompre le silence sur la tragédie de l'esclavage et de la traite négrière. Aujourd'hui, des voix s'élèvent toujours pour mettre en lumière les interactions culturelles issues de cette histoire. Ulvaeus Balogun nous retrace l'importance du projet fédérateur qu'est la route de l'esclave. Des milliers d'Africains faits prisonniers, transportés par bateau et vendus comme esclaves dans des conditions pénibles. Nous sommes au début du XVIe siècle. Le commerce triangulaire qui venait de commencer impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Durant près de 3 siècles, plus de 20 millions d'Africains furent ainsi réduits en esclavage pour des raisons économiques. Aujourd'hui encore, l'on se souvient. Lorsque nous parlons de l'histoire des Noirs, c'est un devoir de mémoire pour nous de rappeler qu'il y a au moins 12 millions des nôtres qui ont été dessouchés, n'est-ce pas, de leur terre natale, qui ont été déracinés de leur terre natale, qui ont été éloignés des bases de développement et de construction, n'est-ce pas, de leur pays, de leur terre, l'Afrique. Imaginez que des millions d'hommes sont partis de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais tous les 3 ans, les esclaves qui sont partis meurent, compte tenu du rythme de travail qu'on leur donne, d'où le renouvellement permanent et la recherche permanente d'hommes pour les remplacer. Ils travaillaient dans les mines, dans les plantations. En Amérique du Sud, c'était principalement le sucre. Et aux États-Unis, c'était le coton. Donc à partir de ce moment, le rythme de travail était tel qu'ils étaient des bêtes de somme. Des hommes, femmes et enfants vendus comme des bêtes dont la mémoire est maintenant restaurée à la faveur du projet La Route de l'esclave. Quand la Route de l'esclave, le projet a été initié, présenté par le Bénin et Haïti en 1989 pour déboucher sur le principe de tenir un colloque international pour lancer le projet. C'est le Bénin qui l'a abrité en septembre 1994 à Ouidah. C'est dès ce moment que identifier, retenir, restaurer, les sites de mémoire ont été retenus. Parce que la route de l'esclave, c'est l'histoire de la déportation des Africains dans le monde. Identifier les sites de mémoire permet de ne pas faire oublier. Ne pas oublier. 25 ans après le lancement de la route de l'esclave, c'est une vision globale de la répercussion de la traite négrière en Afrique. Et mieux. Je crois qu'on se concentre beaucoup aussi sur aujourd'hui le contemporain, de refaire revivre la mémoire de l'esclavage à travers les sites patrimoniaux pour que les gens puissent visiter des endroits qui ont trait à l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Ça fait revivre un peu, mieux comprendre l'histoire. Si faire cesser la traite négrière a été un combat long et difficile, il importe aujourd'hui de ne pas oublier cette période de l'histoire. Ça participe de notre histoire. Ça participe de notre histoire, de sa reconnaissance, et ça permet de ne pas oublier, comme je l'ai dit, l'enseigner dans les établissements secondaires. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a créé également des kits scolaires pour les écoles, pour qu'on n'oublie pas. C'est essentiel de ne pas oublier. S'en rappeler pour assumer son passé sans problème et surtout pour construire un futur où la mémoire reste vive et célébrée.
Dans la ville de Cotonou, de petits commerçants et promoteurs de restaurants développent de nouvelles stratégies pour mieux vendre leurs produits. Il s'agit des boutiques et restaurants mobiles. On les retrouve à des carrefours stratégiques et de zones de grands rassemblements et même dans certaines rues. Isaac Mongbo et Stanislas Mongbo sont allés à leur rencontre. Du pain au steak haché en cuisson. On se croirait dans un restaurant ordinaire, mais non. Tout se déroule dans ce mini-car bien équipé pour le plaisir gustatif des clients. Nous nous déplaçons pour satisfaire notre clientèle parce qu'on ne peut pas implanter une boutique dans cette zone compte tenu de la qualité de ce que nous faisons et aussi de l'accueil qu'on leur réserve. Ce repas commandé est à livrer dans 5 ou 10 minutes. Un peu plus loin, Dame Solange fait ses affaires. Dans cette voiture, elle commercialise divers produits. Dans le véhicule, je vends les pommes de terre, je vends de farine, je vends les franchiments haricots de plusieurs qualités. On a dit de ne plus vendre n'importe quoi. Avec ça, tu peux te déplacer facilement et aller à n'importe quel endroit où tu veux pour livrer tes clients. Ici, en plein milieu urbain, cette boutique mobile vient rétablir la proximité entre Solange et ses clients. Je suis sortie du service. J'ai alors décidé de m'approvisionner ici parce que j'en aurais besoin à la maison. Cette nouvelle stratégie de vente, l'interdiction formelle de l'occupation anarchique des espaces publics par des commerçants, en est aussi l'élément déclencheur. Longtemps, ce détaillant a mené ses activités dans une baraque qui aujourd'hui fait place à cette voiture. On sillonne surtout les zones ministérielles parce qu'ils ont besoin de ces petits trucs-là qui sont proches d'eux. Et si pour prendre par exemple une boîte de ce petit lait, bon, c'est ça qui va les faire déplacer jusqu'au marché. Nous, on a décidé, on a réfléchi pour dire bon, de passer par ministère, au moins on sillonne tous les ministères dans la semaine et puis on revient sur le point de départ. Bon, depuis qu'on a fait ça, on n'a plus le problème de quitter, bon, on ne veut plus voir là. Tout ça là est cessé, les clients sont satisfaits. Satisfaction, pas seulement du côté des clients. La santé financière des promoteurs de boutiques et restaurants mobiles connaît une amélioration, même s'ils sont parfois confrontés à des difficultés de fonctionnement. Le marché agricole est un lieu de vente et d'achat pour agriculteurs et producteurs. Au Bénin, ce marché est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie, il faut donc protéger ce marché. Il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Loncourt est économiste. Il nous propose quelques pistes de solutions au micro de Baudelaire Kanchile et Edwige Agossou. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offres et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production.
À présent, faisons un tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité nationale ces dernières heures au Bénin. C'est la nation en bref et en images avec Nadège Omolade-Sani. Le Bénin obtient 20 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est au terme d'une opération d'obligation assimilable du Trésor à 3 ans que le Bénin a obtenu 20 milliards de francs CFA sur un montant global de soumission de plus de 39 milliards de francs CFA. Selon l'agence UEMOA Titres, le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6,9% l'an dès la première année. L'Agence française de développement AFD a accordé un prêt de 38 milliards de francs CFA au Bénin. Un financement qui va servir à l'exécution du programme d'appui des villes au changement climatique. À travers ce projet, le gouvernement béninois ambitionne d'accroître la résilience des villes de Cotonou, Sémékodi, Komé et Boïkon au changement climatique. Ce programme, qui s'étend jusqu'en 2023, va impacter directement 120 000 habitants des villes concernées. 11 000 cartes biométriques déjà disponibles pour les Béninois vivant au Nigeria et recensées en décembre dernier. Cette opération vise à résoudre le problème de libre circulation rencontré par les ressortissants béninois et menacés de rapatriement pour défaut de passeport. Le gouvernement a décidé d'octroyer aux compatriotes la carte d'identité biométrique aux normes de la CEDEAO. Ils vont aussi entrer en possession de l'acte de naissance sécurisé à notifier le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Goubedi. La commune de Djougou va accueillir à la rentrée 2020-2021 une nouvelle école pour la formation de ces jeunes filles et garçons désireux de faire carrière dans les filières de la santé. Il s'agit de l'école de formation médico-sociale. Cette école existe depuis une dizaine d'années dans la commune de Parakou. C'est donc pour réguler les flux et désengorger l'unique école de formation médico-sociale de Parakou que le gouvernement a autorisé depuis l'année scolaire dernière la création d'une ANES à Djougou. Au Ghana, la ville côtière touristique de Cape Coast, située à 147 km d'Accra, sera prochainement dotée d'un aéroport et d'un port. Leur réalisation est prévue d'ici 2024. La ville attire depuis plusieurs années de nombreux touristes internationaux, dont l'ancien président américain Barack Obama, la première dame des États-Unis, Melania Trump. Parmi une longue liste d'autres personnalités ont foulé le sol de cette cité fondée au XVIe siècle par les Portugais. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.